Bonne journée pirates, j'espère que vous vous posez les bonnes questions parce que c'était le thème de cette semaine, comment poser des bonnes questions à son conjoint. J'espère que vous avez fait ce qu'il faut et que maintenant vous posez des bonnes questions, que vous êtes rentré en résonance avec votre conjoint, car plutôt que de vouloir convaincre, eh bien, il suffit souvent de parler avec son conjoint et de pouvoir récupérer son conjoint finalement, en montrant que l'on a changé et au lieu de culpabiliser, au lieu de montrer que votre conjoint a tort, vous allez peut-être simplement, en posant des bonnes questions, arriver à récupérer votre conjoint. Et ça, on en parle dans le catalogue des formations que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo. Il vous suffit de cliquer sur Afficher plus. Vous avez un lien dans le Afficher plus dans la description et vous aurez droit à une formation gratuite. Vous aurez droit au catalogue des 175 formations. Vous aurez droit au lien du centre névralgique des pirates, le canal Telegram où je vous poste 4 shorts par jour et plusieurs textes de façon à vous continuer à vous donner la grinta pour récupérer votre conjoint et mettre en application ce que vous avez dans les formations, évidemment. Vous avez aussi le groupe Facebook qui vous est accessible en cliquant sur le lien en descriptif de la vidéo. Aujourd'hui, pour se poser les bonnes questions, eh bien, il faut être heureux dans son mariage. Et si on est heureux dans son mariage, eh bien, ça veut dire que souvent, on a compris que le mariage a évolué, que le mariage aujourd'hui a une complexité accrue par rapport des temps plus anciens. Dans les sociétés traditionnelles, le mariage n'était pas une affaire de cœur, mais de survie, notamment pour les clans qui arrivaient à se surprotéger, à se protéger grâce au mariage, où deux clans étaient rassemblés. Au début, le mariage était une institution principalement axée sur la satisfaction des besoins fondamentaux, se nourrir, se loger et bien sûr faire des enfants, perpétuer l'espèce. Les sentiments étaient secondaires, voire superflus, et parfois même étaient dangereux puisque si j'étais amoureux de mon conjoint, ça pouvait m'empêcher d'aller chasser, par exemple, parce que j'avais envie de rester très près de mon conjoint, par exemple, ou je, je, je voulais trop perpétuer l'espèce et être trop présent et donc pas aller chercher de la nourriture. Donc les sentiments, c'était presque dangereux, en tout cas superflu. Les époux, à l'époque, avaient des rôles bien définis. L'homme pourvoyait aux besoins matériels, tandis que la femme s'occupait du foyer et des enfants. C'était une autre époque. Cette répartition des tâches était dictée non pas par le choix, mais par la nécessité. Et donc, dès que la nécessité n'était plus obligatoire, eh bien, les deux membres du couple avaient la possibilité d'avoir la liberté d'avoir un travail en dehors de son foyer, alors qu'à une époque, les hommes allaient à l'extérieur du foyer et les femmes, avaient un travail à l'intérieur du foyer, un travail important, la gestion du foyer. Évidemment, dans les temps anciens, les attentes émotionnelles étaient minimales. Si l'affection était le respect et le respect mutuel était présent, l'amour, c'était un bonus, pas une exigence, c'était presque un hasard, puisque on présentait des personnes, on choisissait des personnes sans vraiment demander l'avis aux personnes qui allaient se marier. Vers le milieu du 19e siècle, les bases du mariage ont commencé à changer. L'amour et la compatibilité sont devenus des critères importants avec la montée de l'amour romantique. L'idée que le mariage devait être fondé sur l'amour romantique prenait de l'ampleur. Les personnes ont commencé à chercher des partenaires qui leur apporteraient bonheur et satisfaction émotionnelle. L'importance de la compatibilité de la vie sexuelle était importante aussi. On a voulu avoir une vie sexuelle épanouie et la vie sexuelle épanouie était un des aspects centraux du mariage. Les couples qui cherchaient à construire une relation basée sur l'entente et le plaisir mutuel avaient une vie plus agréable et plus longue en couple. Évidemment, avec ces nouvelles aspirations, les attentes personnelles ont commencé à s'infiltrer dans la dynamique conjugale. Le mariage n'était plus une question seulement de survie, mais de satisfaction personnelle. Évidemment, ensuite, à partir de 1965, nous sommes entrés dans une ère où le mariage était vu comme un moyen d'auto-expression, mais aussi d'épanouissement personnel. Les époux ont une quête d'auto-découverte, c'est-à-dire que l'on cherche à se découvrir soi-même, à s'épanouir au travers de l'union. L'union n'est plus une condition de la survie, mais
un épanouissement lié à la connaissance de soi, évidemment, le mariage était une façon, et aujourd'hui est une façon, est compris comme une façon, de la réalisation de soi. Le mariage qui était lié à la survie est devenu un projet de vie. Hein, le mariage était un projet de vie où chaque partenaire avait la croissance de l'autre. C'est une aventure commune qui demande engagement et créativité, évidemment. Évidemment, avec cette vision du mariage, aujourd'hui, les exigences individuelles ont atteint des sommets. Chacun aspire à trouver dans son conjoint un soutien pour ses ambitions et ses rêves, et ce, dès les premiers mois de fonctionnement du couple, que l'on soit d'ailleurs marié officiellement, religieusement, ou pacsé, ou juste en couple, j'allais dire libre, en union civile, on va dire. Évidemment, le mariage moderne, c'est soit je suis épanoui, soit je vais essayer de trouver une nouvelle façon de m'épanouir. Donc le mariage est devenu finalement, et vous le vivez certainement si vous avez une crise de couple, un défi moderne du tout ou rien. Le mariage, effectivement, a monté, a grimpé dans la fameuse hiérarchie des besoins de Maslow, en se positionnant au sommet, là où se trouvent les besoins d'accomplissement personnel. Le mariage, l'union, est souvent perçu comme un moyen d'atteindre l'accomplissement personnel. On attend de son partenaire qu'il soit évidemment un compagnon, mais aussi quelqu'un qui nous permet de grandir, quelqu'un qui nous apprend des choses, mais aussi un coloc qui nous aide à passer la phase de sécurisation. Finalement, le compagnon devient un catalyseur de notre propre développement, en nous permettant d'avoir plus de temps libre, en nous aidant à élever les enfants, et aussi, évidemment, en devenant une forme de coach, ou en tout cas de sécrétion de dopamine. Dans l'union moderne, on cherche également à obtenir validation et estimation de soi à travers notre relation. C'est pour ça que pendant la phase de sécurisation, souvent, vous n'avez pas mis assez de compliments, assez de validation dans votre relation, et votre conjoint a pu aller voir ailleurs, quelqu'un qui a compris que effectivement les compliments étaient importants, et s'est jeté dans les bras de pansement pour avoir une meilleure validation de soi. Le mariage met une pression énorme, évidemment, sur le conjoint, car le conjoint doit répondre à des besoins qui dépassent largement le cadre traditionnel de la relation. Et aujourd'hui, vous pouvez être en difficulté de couple alors que vous avez fait beaucoup de bonnes choses pour votre conjoint. Le mariage, d'ailleurs, aujourd'hui, est souvent idéalisé comme une source ultime de bonheur et d'épanouissement, ce qui a créé chez des individus des attentes irréalisables, irréalistes, et une pression insoutenable entre les deux partenaires. Évidemment, un mariage réussi dans l'ère moderne, en 2024, demande un investissement de temps et d'énergie bien plus important qu'auparavant. Il ne s'agit plus de survie, de cohabiter, mais de construire une relation profonde et significative qui permet de grandir psychologiquement. Les compétences en communication et en résolution de conflits sont devenues aujourd'hui essentielles. C'est pour ça que vous avez le catalogue des 175 formations. Évidemment, vous avez compris qu'il est crucial de savoir naviguer à travers les différents malentendus pour maintenant maintenir cette fameuse relation saine et épanouissante. Aujourd'hui, votre union peut être épanouissante, mais nécessite un engagement continu, une remise en cause comme vous le faites dans les formations, et une capacité à s'adapter aux changements de la vie. S'adapter, ça s'apprend, ça demande de l'ouverture, de la flexibilité et une grande volonté de grandir ensemble. C'est ce que vous allez faire dans la phase suivante de votre couple. Si les attentes élevées ne sont pas satisfaites, vous pouvez vous retrouver dans une situation de « je vais voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs », cette phase que vous vivez actuellement. Cela peut amener effectivement beaucoup de désillusions et d'insatisfaction. Et vous avez compris que l'insatisfaction dans le mariage peut amener, si ce n'est pas bien géré, à une séparation, voire un divorce, car l'insatisfaction dans le mariage peut avoir un impact négatif sur la stabilité familiale, affectant non seulement les partenaires, mais aussi les enfants et l'entourage. Si on ne se forme pas suffisamment, on peut avoir
effectivement un risque de taux de divorce important, hein, de probabilité. Mais si vous avez un investissement suffisant dans le travail que vous allez faire, et bien évidemment, vous allez éviter le divorce. En revanche, un investissement insuffisant dans la compréhension du fonctionnement du couple et de ses crises peut entraîner effectivement un risque de divorce. On sait que dans les sociétés modernes, les divorces sont souvent importants. Pour une clé de résolution, d'aide pour les mariages plus stables, c'est la réduction des inégalités économiques. Plus le couple sera semblable dans l'égalité économique, plus il y a des chances que l'on puisse être durable dans le temps. Les personnes qui sont trop différentes, évidemment, hein, risquent de faire exploser le couple. Donc les politiques qui sont mises en place pour favoriser le couple favorisent l'accès équitable aux ressources et aux opportunités pour alléger les tensions financières dans le couple. Pendant un moment, quand l'homme gagnait beaucoup plus que de l'argent, il y avait une pression sur l'infidélité, notamment pour ne pas que les hommes abandonnent leur épouse pour aller retrouver un petit chou, une épouse plus jeune. Aujourd'hui, les inégalités économiques sont moins importantes, d'où le fait qu'il y a moins de pression morale et financière sur le divorce. L'éducation, évidemment, du couple est importante, c'est un rôle crucial. Vous allez apprendre dans les formations à utiliser, à manier des outils nécessaires pour gérer les défis relationnels. Évidemment, aller en thérapie de couple peut être intéressant quand on est finalement, il faudra aller dans la thérapie de couple pour quand le couple va bien, hein, pour se dire comment on fonctionne, comment on peut améliorer. En tout cas, pour faire des thérapies de couple, il faut avoir des objectifs communs. Donc, c'est pour ça que c'est bien quand le couple va plutôt bien en disant on voudrait juste améliorer notre fonctionnement. Quand on va avoir une thérapie de couple, qu'il y en a un qui veut divorcer et l'autre qui veut rattraper le coup, et bien évidemment, le thérapeute va vous garder parce que financièrement, c'est intéressant pour lui, mais vous n'arriverez à rien. Donc, la stabilité familiale aujourd'hui est promue par la société, puisqu'on sait que les enfants souffrent beaucoup des séparations et que les congés parentaux, par exemple, les aides à la garde d'enfants, les allocations familiales, etc., vont contribuer à créer un environnement propice à un mariage plus épanouissant. Les pirates qui sont autour de cette chaîne YouTube et qui se forment et qui récupèrent leur conjoint apprennent à adopter une perspective réaliste et juste face au défi du mariage. Et évidemment, si on croit qu'on peut être heureux en couple sans bosser sur soi, eh bien, on va arriver dans une grande désillusion. Reconnaître que le mariage implique des hauts et des bas, des crises, des points de rupture si on ne fait pas attention, eh bien, toute cette connaissance va vous permettre d'apprendre à avoir l'attitude juste et constructive pour faire en sorte que la crise de couple ne soit pas la fin du couple, mais suivre la pente naturelle. Après une crise de couple, on revient ensemble. Évidemment, dans les formations, vous apprenez à accepter vos imperfections et les imperfections de votre conjoint. Ni vous, ni votre partenaire ne sommes parfaits, le capitaine encore moins. Et si on sait ça, ça peut conduire à une relation plus harmonieuse. Votre conjoint a du mal pendant la phase de crise initiale, la phase d'alarme, à accepter son vieillissement notamment. Et du coup, il vous reproche son mal-être pour ne pas se mettre mal en acceptant ses propres imperfections. L'acceptation des imperfections de chacun va favoriser, en tout cas de votre côté, la patience et la compréhension mutuelle. Vous apprenez dans les formations l'aspect positif de la crise du couple, qui est un point de passage entre la phase de sécurisation et la phase de grande intimité. Cette phase de recherche de votre conjoint d'exploration, évidemment, était très désagréable à passer pour votre conjoint, mais pour vous aussi. Mais vous allez avoir de la gratitude envers les pirates qui vont vous aider à récupérer votre conjoint en vous soutenant. Donc maintenant, vous allez prendre le temps pour vous former, mais vous prendrez aussi le temps pour votre partenaire, car c'est fondamental. Lorsque, dans la phase 4, vous aurez des rendez-vous réguliers avec votre partenaire, vous serez véritablement présent. Il y aura plein de moments où vous ferez des choses tout seul, sans votre partenaire. Vous pourrez faire votre tennis, votre conseil d'administration.
mais lorsque vous serez avec votre partenaire, vous serez présent, hein, avec priorisation du temps. Ça ne veut pas dire que quand vous êtes avec votre partenaire, vous n'êtes qu'avec votre partenaire, mais dans la phase de castre, vous serez souvent aussi avec des amis, par exemple. Dans les formations, vous allez développer les compétences rationnelles, notamment l'écoute qui est performante, l'écoute active, l'empathie. Hein, vous avez une formation qui s'appelle Super Empath et vous allez grandement, du coup, améliorer la résolution des conflits au sein de votre couple. Vous allez mettre aussi, grâce à la formation créativité ou la formation intelligence artificielle, vous allez mettre de l'innovation dans votre relation. Apporter de l'innovation, apporter de la créativité à tout moment, va aider à maintenir la flamme. Vous allez explorer de nouveaux intérêts ensemble et vous allez introduire de nouvelles traditions, de nouvelles routines. Cette fois, pas des routines qui sont ennuyeuses, mais des routines aventurières. Évidemment, chaque jour davantage, vous allez vous rapprocher de votre conjoint. Chaque fois que vous allez mettre ce que vous apprenez en application, eh bien, votre conjoint va constater que vous avez changé et que maintenant, vous passez des bons moments ensemble. Donc, la formation Comment se poser les bonnes questions est fondamentale, évidemment, mais toutes les autres formations peuvent vous aider. Le catalogue de 175 formations que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo vont vous aider, hein, s'il y en a 175 à ce jour. C'est que c'est des formations très précises qui vont vous permettre d'avancer sur des domaines particuliers. Alors, ce ne sont pas des formations à 5 000 €, évidemment, hein, sinon ça ne serait pas du jeu, mais c'est des formations de 2h30, donc très précises, très pointues, qui sont à la portée de toutes les bourses, évidemment, pour investir sur soi, car un divorce coûte 20 000 € la première année, 10 000 € les années précédentes. Donc, il est important d'investir sur soi pour non seulement être mieux dans sa vie, mais aussi appliquer ce qu'il y a dans les formations pour sauver son couple, mais vous pouvez aussi appliquer ce qu'il y a dans les formations pour améliorer votre relation au travail, par exemple, ou avec vos enfants ou avec vos amis. Donc, tout ça va vous permettre d'investir sur vous, d'éviter les dépenses inconsidérées, donc de créer un actif, c'est-à-dire en apprenant, en se formant, on crée un actif et on évite le passif du divorce qui va entraîner à la fois de la souffrance et à la fois beaucoup de dépenses financières. Donc, cet investissement sur vous que vous faites va être quelque chose de rentable et puis vous aurez surtout à la fin la déclaration de votre conjoint. Heureusement que tu as été fort, sinon aujourd'hui, je ne sais pas où on en sera et vous aurez le bonheur des enfants de voir leur famille retrouvée et ne plus être obligé de changer de maison toutes les semaines. Faites plaisir à vos enfants, faites-vous plaisir. Qu'est-ce que c'est bien la vie quand on s'améliore chaque jour. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.